Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une. La fête du 14 juillet ce matin sur le boulevard Mawana Madi à Mamoudzou. Cette unité, près de 500 personnes qui ont défilé en tenue d'apparat. La cérémonie présidée par le préfet et le chef de corps du détachement de Légion étrangère a réuni beaucoup de monde. Et comme chaque année, le RSMA a été très applaudi. Dans l'actualité également, le soulagement des familles de victimes du violeur présumé mort hier à Tararano lors de son interpellation. Soulagées, elles le sont, ces familles, mais le doute persiste pour elles. Elles restent sur l'identité du présumé violeur. Elles veulent une confirmation des autorités à ce sujet. Vous étiez donc nombreux ce matin à suivre le défilé du 14 juillet, soit devant vos écrans en direct sur nos antennes ou bien sur place sur la rocade de Mamoudzou ou encore appelée boulevard Mawana Madi, une cérémonie placée sous le signe du partage. Darwesh Daou et Youssouf Ahmed Matoir. Les autorités militaires et civiles à pas de charge pour une cérémonie de la fête nationale éclipsée pendant 2 ans par la crise Covid. Après les honneurs à la nation, le commandant des forces armées et le préfet Thierry Suquet passent en revue les différents corps de la défense nationale. Sous un soleil radieux, le public est venu en masse partager ce grand moment de communion. Un défilé haut en couleur qui réjouit les nombreux spectateurs qui attendaient ce rendez-vous avec impatience. Vous êtes venus toute seule ou en famille ? En famille, voilà. Et mon mari défile dans l'hélicoptère. C'est vraiment beau à voir. Et je suis contente d'être ici et voilà. Qu'est-ce que vous avez noté de particulier ? Les gendarmes, les policiers, ils ont des belles tenues et je suis contente d'être là. La cérémonie du 14 juillet est surtout l'occasion de découvrir chaque branche de l'armée française avec ses composantes de la sécurité civile, telles que les sapeurs-pompiers ou le service pénitentiaire. Pour les parlementaires mahorais présents, Estelle Youssoufa est à son baptême de la fête nationale. J'avais tenu à être là pour mon premier défilé du 14 juillet en tant que parlementaire, représentante de Mayotte à l'Assemblée nationale, et je suis heureuse d'avoir été là et de voir aussi qu'on était très nombreux aujourd'hui. C'était un défilé très émouvant avec beaucoup de monde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un défilé aussi réussi, et c'est un moment de communion avec la nation, avec les citoyens. C'était très beau. Moment privilégié pour une partie des militaires avec la remise traditionnelle des médailles pour service rendu à la nation. J'espère donner la volonté, la motivation aux jeunes femmes mahoraises pour qu'elles rentrent dans la police nationale et qu'elles puissent se rendre compte que pour nous les femmes c'est possible aussi. Tout s'est fini dans une grande ambiance républicaine pour la satisfaction de tous. Et plusieurs personnalités civiles et militaires ont participé à cette cérémonie ce matin, à l'instar de nos parlementaires. Cérémonie présidée, vous le savez, par le préfet délégué du gouvernement, Thierry Suquet, et le colonel Axel Girard, commandant militaire et chef de corps du détachement de Légion étrangère de Mayotte. Dans l'ensemble, tous se réjouissent de dérouler de la fête. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Une population vraiment présente, qui a été très attentive au défilé. Je trouve que c'est une très belle journée. Je suis très fier d'être aujourd'hui à Mayotte avec les Mahoraises et les Mahorais, entourés par les élus pour cette fête nationale. On fera un bilan, bien évidemment, c'est peut-être pas le jour aujourd'hui dans ce jour de fête nationale. Néanmoins, sur un certain nombre de points, je pense qu'on a travaillé ensemble avec les Mahoraises et les Mahorais, avec les élus, pour faire avancer des sujets, aussi bien sur le plan de la sécurité que de la lutte contre l'immigration clandestine, que du développement économique et du développement de l'emploi. La flamme de la nation française, cette volonté du vivre ensemble et cette volonté de défendre nos valeurs. J'ai vu aussi que vous parlez de transmission. De quelle transmission s'agit-il, mon commandant ? Alors il s'agit de transmission de nos valeurs, de ce que nous croyons, de ce qui constitue la nation française, voilà, de cette volonté commune de vivre ensemble. Voilà, donc c'est toutes ces valeurs qui sont reflétées dans notre devise, égalité, fraternité. Donc voilà, c'est tout ça que nous vivons aujourd'hui et que nous fêtons aujourd'hui. Là, ça a été un très très grand honneur pour moi de participer à ce défilé en tant qu'élu représentant des Mahorais. Donc là, c'était un moment solennel. Donc nous avons apprécié ce moment qui représente une fête pour le pays.
Donc voilà, juste pour dire que c'était un très grand honneur. Le défilé, globalement, c'est très bien passé. Donc, mais les légionnaires, comme tout le monde, je pense, c'est un moment particulier qu'on apprécie tous. Donc, pour moi, ça a été le moment coup de cœur. Et voilà pour ces réactions recueillies ce matin. Et cette année, le chef de l'État a répondu aux questions lors de la traditionnelle interview du 14 juillet. Emmanuel Macron est revenu sur plusieurs choses, notamment sur la réforme des retraites. Beaucoup de réactions politiques suite à cet entretien. Je vous propose de ces quelques extraits. Le défilé a été ouvert par des chasseurs alpins qui se sont projetés en quelques jours en Roumanie, après la décision que j'ai prise fin février, pour défendre notre flanc Est. Donc nous avons une armée forte, nous avons qui plus est une armée qui est dotée de la dissuasion nucléaire, nous avons réinvesti ces 5 dernières années, nous n'avons pas attendu la guerre. Le choix que j'ai fait dès 2017, je vous réponds de manière complète, c'est qu'on a ajouté à notre budget 26 milliards d'euros durant le quinquennat passé, et nous allons prendre une nouvelle loi de programmation militaire jusqu'à 2030. Maintenant, ce qu'on voit, qui est un fait nouveau avec l'Ukraine, c'est 2 choses. C'est ce qu'on appelle la guerre de haute intensité. Vous voyez le nombre de morts, la violence des conflits sur le sol européen. Et la deuxième chose, c'est qu'elle implique une puissance dotée de l'arme nucléaire, la Russie. En européen, nous diversifions pour aller chercher du gaz ailleurs. Et donc nous allons continuer en européen à aller sécuriser des volumes de gaz ailleurs qu'en Russie, auprès des autres fournisseurs. La Norvège nous fournit beaucoup, quant à nous, mais le Qatar, l'Algérie, beaucoup d'autres puissances, les États-Unis d'Amérique, et donc on va continuer. Je suis pour l'esprit de responsabilité et des compromis ambitieux, où chacun devra bouger. Mais on doit faire avancer le pays. Et on doit le faire avancer, c'est ça qui m'importe le plus. Pour faire quoi ? Premièrement, rendre la France plus indépendante. La crise Covid, comme la guerre nous l'ont rappelé. Deuxièmement, gagner la bataille pour le climat. Faire de notre nation une grande nation écologique. Troisièmement, pour l'égalité des chances. Je ferai tout pour que les compromis intelligents soient trouvés le long de ce cap, pour que nous sortions une nation plus forte et plus juste. C'est ça la réponse de la France dans ce moment que nous vivons. Voilà pour cet extrait d'Emmanuel Macron qui répondait aux questions d'Anne-Claire Coudray pour TF1 et Caroline Roux pour France Télévisions. Le gouvernement qui a d'ailleurs essuyé cette semaine son premier échec avec le rejet par les députés de l'opposition de 2 des 4 articles du projet de loi sanitaire. Le gouvernement voulait inscrire dans la loi le pass sanitaire pour les moins de 18 ans et l'obligation de contrôle aux frontières et donc aux ultramarins. Ce rejet est une victoire pour le député de la seconde circonscription de Mayotte-Mansour-Kamardine, qui est d'ailleurs notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour vous, vous vous réjouissez de ce rejet. Pour quelle raison ? Alors, je me réjouis surtout de l'idée que nous avons des principes à défendre, notamment d'égalité. Nous ne pouvons pas avoir un Premier ministre qui vient à l'Assemblée qui dit « moi j'ai des principes qu'on appelle liberté, égalité, fraternité » et proposer à la représentation nationale des dispositions de nature discriminatoire, voire de nature à pointer du doigt les ultramarins. La disposition dont il s'agit de l'article du projet de l'article 2 de la loi veille sanitaire, et dans laquelle on nous disait que pour aller à métropole, ou pour des métropoles pour aller à Mayotte, ou enfin en Outre-mer d'une manière générale, il fallait présenter soit un pass sanitaire, soit un test positif. Or, comme je l'ai dit, mon collègue de Marseille, des Bouches-du-Rhône, qui vient à Paris, on ne lui demande pas le test, et le collègue, quand il vient à Paris ou quand il part en circonscription, on lui demande pas des tests. Donc ce sont ces discriminations qui ont fait en réalité la construction de l'outre-mer français depuis plusieurs décennies, qui nous est désormais insupportable. Nous demandons simplement être traités au même pied d'égalité que les autres. Donc il faut que ce soit la même législation qui s'applique en France métropolitaine comme outre-mer. Si aujourd'hui, parce qu'on vient vous expliquer, c'est pour protéger les populations d'outre-mer, c'est faux. C'est faux. Si on aurait investi suffisamment dans le domaine de la santé, les infrastructures sanitaires auraient été au rendez-vous, on n'aurait probablement pas besoin de ces mesures. Ces mesures sont prises uniquement pour continuer à nous discriminer. Et donc, il faut arrêter. Et je suis content, effectivement, d'avoir été l'un des acteurs de ce combat et qui a été repris à l'immense majorité, puisqu'il faut savoir que c'est l'ensemble des oppositions qui se sont rebellées au service de l'outre-mer en réclamant que les outre-mer soient traités au même pied d'égalité. Et donc, à mon avis, c'est un message clair qui est envoyé à la majorité actuelle pour dire traitons les outre-mer
comme n'importe quelle région de France. Alors, s'agissant cette fois-ci du projet de loi sur le pouvoir d'achat, vous, en tant que député, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit inscrit par rapport à nous? D'abord, que l'ensemble des dispositions applicables à la métropole soient applicables ici, outre-mer. Mais ce sera insuffisant, parce qu'il faut savoir que le coût de la vie à Mayotte est 50% plus cher que le coût de la vie à Paris ou à Marseille. Et donc, il faudra sans doute prendre une disposition particulière. Ensuite, s'agissant des Mayotte plus spécifiquement, quand on vous limite l'aide sociale à 50% et que vous avez le coût de la vie à plus de 50% par rapport à la métropole, vous voyez bien que le compte n'y est pas. Donc, nous considérons à titre d'exemple que la bouteille de gaz, en plus, le président de la République vient de nous parler de la bataille en faveur de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Ça passe aussi par la limitation des coûts, je pense notamment au prix des carburants, au prix du gaz. Si on a la bouteille de gaz à 28 €, on ne fera jamais parce que ceux qui n'auront pas les moyens d'acheter seront obligés d'aller utiliser le fagot et donc détruire la forêt. Exactement. Et pour ce qui est de la lettre que vous avez envoyée au garde des Sceaux, vous demandez une mission d'inspection de l'institution judiciaire. Dans quel but exactement, monsieur? Dans le but tout simplement de caractériser les dysfonctionnements qui règnent aujourd'hui au sein de l'institution judiciaire. Il y a manifestement des philosophies qui sont développées qui sont contre les volontés, législatives. Vous savez qu'en France, on nous dit qu'il y a, un partage de pouvoir. Le législatif, le judiciaire, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Donc, il appartient au législatif de faire la loi, il appartient au juge d'appliquer cette loi, mais il n'appartient pas au juge de refuser de faire valoir ses propres principes, ses propres sentiments. Aujourd'hui, nous avons à Mayotte, notamment dans le domaine de la lutte contre l'immigration, des magistrats qui, sans doute, ont leur raison, qui sont tout aussi respectables, mais qui sont en marge de la légalité républicaine. Or, un juge ne juge que lorsqu'il respecte lui-même la loi. Quand un juge se met en travers de la loi délibérément parce que sa philosophie personnelle et politique va en contradiction avec la loi, je crois qu'il dépasse une limite qui est inacceptable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou. Donc nous demandons à ce qu'effectivement qu'il y ait les services compétents de la justice viennent vérifier comment est appliquée la loi, notamment dans le domaine de l'immigration, pour qu'on ne relâche pas les gens simplement pour un petit relâcher les immigrés qui découragent les policiers qui font ce travail. Et également, dans le domaine de la délégation de l'autorité parentale, on fabrique à travers ça des régularisations à l'appel et à l'échelle industrielle, ce qui n'est pas acceptable. Merci beaucoup, Mansour Kamardine. On va à présent revenir sur la mort hier de cet homme suspecté de plusieurs viols sur des fillettes à Bonovo. Après plusieurs semaines de surveillance, il est décédé à Tararano lors de son interpellation. C'était hier. Pour les habitants de Bonovo, sur les hauteurs de Mtsapere ce matin, c'est un soulagement. On voit ce reportage d'Hachim Saïd Hachim et de Bibi Mariam Halidi. Cette fin subite du violeur de fillettes apaise les habitants du quartier Bonovo, terrorisés durant plusieurs semaines. Que Dieu me pardonne, on ne souhaite pas la mort d'une personne, mais lui ne méritait pas la vie. Je ne souhaitais pas sa mort, mais j'aurais aimé qu'il finisse sa vie en prison. Suspecté de plusieurs viols sur mineurs, l'homme d'une trentaine d'années était traqué par la police. Il a été appréhendé au moment où il tentait de quitter le territoire. L'individu faisait tout pour mettre en œuvre son évasion vers un joint. En possession d'une arme blanche, l'individu s'est éventré, précise la police. Au cours de l'interpellation, lorsque l'individu s'est retrouvé en difficulté, il a sorti des couteaux et a voulu attenter à la vie de 2 agents de la BAC, ce qui a provoqué le tir d'un 3e agent qui était sur place. Et dans le même temps, l'individu s'est éventré avec le couteau qu'il avait dans les mains. Donc vous voyez là la détermination de l'individu qui était pris à tout pour ne pas se laisser faire. Une dizaine de viols ont été commis dans ce secteur de Mamoudzou. L'enquête en cours déterminera les circonstances exactes du décès.
Il y a tout juste une semaine, dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie a ravagé un immeuble à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, en France métropolitaine. Pour l'heure, 5 corps ont été retrouvés et tous n'ont pas encore été identifiés. Mais parmi eux se trouve Noah, 17 ans. Il venait d'obtenir son CAP. Les précisions de Carla Buchero-Lanzi, Charlotte Fleury, Nordine Bensmaël et nos confrères de France 3 Poitou-Charentes. C'est une famille encore sous le choc qui a bien voulu nous recevoir. Moins d'une semaine après le décès de Noah, personne n'arrive encore à accepter sa disparition. Son père, prévenu par son fils aîné lui-même rescapé de l'incendie, a du mal à comprendre ce qui s'est vraiment déroulé. Moi, j'ai appris sa disparition venant de son frère, son grand frère. Le matin en arrivant chez moi au travail. Ses oncles, ses tantes, mais aussi ses cousins, tous sont venus, parfois de loin, pour soutenir la famille dans cette terrible épreuve. On était fusionnels, on était vraiment tout le temps ensemble. Il était plus petit que moi, mais on avait vraiment un certain lien, un délire que tout le temps on était ensemble et il venait en vacances chez moi. Une situation difficile à vivre pour les proches, d'autant que l'origine de l'incendie n'est toujours pas déterminée. Ça peut être aussi un incendie criminel ou bien un incendie accidentel qui peut provenir aussi d'une tierce personne. Tout est possible. Il y a plusieurs éléments, plusieurs informations qui laissent croire comme quoi, quelques heures avant l'incendie, il y a eu plusieurs allers-retours des personnes qui doivent être entendues. La porte d'entrée, apparemment, c'était bloqué. Donc nous, tout le monde trouve ça bizarre. Pourquoi cette porte-là était fermée? Alors apparemment, ça se ferme jamais. Il ferme jamais cette porte-là. Au lycée Léonard de Vinci de Bressuire, toute la communauté scolaire est affectée par ce drame. À 17 ans, Noah venait tout juste de décrocher son CAP. On a eu écho par la presse qu'il y avait eu un incendie. Alors on a su qu'il y avait certainement des victimes. Et après, ça a commencé à monter cette pression, des coups de fil dans l'établissement. On ne savait pas, on ne retrouvait plus Noah. Il ne répondait pas au téléphone, ses camarades s'inquiétaient. On a eu les premiers pleurs de personnel, d'élèves. Une enquête a été ouverte par le parquet de New York pour recherche des causes de la mort. La municipalité a de son côté mis à disposition un cahier de condoléances et une marche blanche est prévue à Bressuire ce samedi à 18h. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal en Chimaoré. Belle soirée sur La Première.